Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant. Il s'agit ici de déterminer premièrement l'ensemble de définitions. Secondo, étudier la continuité. Puis enfin, la dérivabilité de la fonction au point x égale moins 1 et au point x égale à 1. Ici, la particularité, c'est que vous avez une fonction qui est définie par intervalle. Donc, il faut faire attention lorsque vous voulez déterminer le domaine de définition de ces genres de fonctions. Ici, nous pouvons dire que nous avons trois intervalles ici. Ça, c'est le premier intervalle, le deuxième intervalle, le troisième intervalle. Et donc, pour chercher le domaine de définition, qu'est-ce qu'on fait? Domaine de définition. On va dire tout simplement que le domaine de définition de la fonction f, c'est égal à D1, union D2, union D3. Le D1 consiste à considérer que vous avez ici l'ensemble de départ d'une fonction qui est définie par cette expression. Ça veut dire quoi concrètement? Donc, nous allons essayer ici de préciser l'ensemble D1. Donc, nous allons dire ici que D1, c'est l'ensemble. D'accord? Donc, nous allons écrire ici maintenant x éléments, d'accord, de l'intervalle moins l'infini à moins 1. Donc, le x strictement inférieur à moins 1 signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, j'écris que le x appartient à cet intervalle tel que cette expression, d'accord, existe. Donc, nous avons 2 exponentielle de x plus 1 moins x au carré moins 2x moins 2 éléments de R tout simplement. Et comme vous le savez très bien, ça c'est une écriture très gentille parce que là vous avez une expression polynomiale ici qui existe tout le temps. Et ici vous avez la fonction exponentielle et donc x plus 1 aussi existe. Donc vous allez simplement dire que quel que soit le x que vous allez prendre ici, virgule, 2 exponentielle de x plus 1 moins x carré moins 2x moins 2 appartient à R. Donc, le domaine D1 n'est rien d'autre que l'intervalle moins l'infini à moins 1 ouvert. Ça, c'est le tout premier domaine D1. Donc, le D2 maintenant fait pareil. D2, nous allons dire que D2, ça va être l'ensemble, comme je viens de l'expliquer. Cette fois-ci, nous allons maintenant travailler avec cet ensemble-là. Ça va être le domaine de départ d'une fonction définie par cette expression-là. Donc, nous allons dire que D2, c'est l'ensemble x éléments de l'intervalle moins 1, 1. Là, je suis en train d'expliciter ceci. Quand on dit moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, ça veut dire que x appartient au fermé moins 1, 1. Donc, tel que, d'accord, l'expression 1 plus sinus au cube de pi multiplié par x existe également, c'est-à-dire élément de R.
Et bien entendu, on fait la même chose parce que ici, vous avez une fonction qui est tellement gentille. Nous avons ici 1 plus sinus au cube. Donc, quel que soit le x élément de notre domaine, moins 1, 1 plus sinus au cube de pi x, bien entendu, existe. Donc, le domaine D2, ici, c'est exactement moins 1. Tertio, le D3 maintenant, ça va être l'ensemble x élément 2. Donc, on vient ici maintenant, on va regarder ceci. Ça fait x strictement supérieur à 1. Donc, le x élément de l'intervalle 1 à plus l'infini, tel que, donc on va regarder maintenant ce qui se passe ici, on va se concentrer. Ici, nous avons cette quantité-là, normalement, toute cette quantité va être dans R, mais on peut simplement voir que ceci appartient déjà à R, il n'y a pas de souci là-dedans. Maintenant, comme nous avons le logarithme népérien ici, nous allons poser la condition que tout ceci soit strictement supérieur à 0. Et en plus de ça, nous allons dire que le 2x, d'accord, différent de 0. Donc allons-y, nous allons poser clairement la condition. Donc nous avons 2x d'abord, différent de 0. Et le quotient 1 plus x, 1 plus x divisé par 2x, strictement supérieur à 0. Mais ce qui est beau dans cette affaire, c'est que nous avons le x qui appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini. C'est-à-dire le x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire quoi? On peut conclure que pour tout x élément de l'intervalle 1 à plus l'infini, naturellement 2x va forcément être différent de 0. Parce que pour que 2x donne 0, d'accord, il faut et il suffit que le x donne 0. Mais nous avons déjà un intervalle où le x ne peut pas prendre la valeur 0. Par conséquent, ceci est bien différent de 0. En plus de ça, ce que nous avons ici, c'est un quotient. Puisque le x appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini, 1 plus x est forcément positif et 2x aussi est forcément positif. Donc, c'est un bon quotient. Nous pouvons juste dire que 1 plus x sur 2x est bien positif. Conséquence, le D3, ici, c'est exactement l'intervalle 1 à plus l'infini. Faites beaucoup attention, ce n'est pas. Vous allez constater que dans ce cas précis, le domaine D1, c'est exactement ceci. D2, c'est exactement ça. D3, c'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que tout le temps, vous aurez les résultats comme ce qu'on vient d'obtenir. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment chercher comme on vient de le faire et constater les choses par vous-même. Donc, on va dire maintenant que le domaine D de notre fonction f, ça va être D1 qui n'est rien d'autre que l'intervalle moins l'infini à moins 1 ouvert, union l'intervalle fermé en moins 1 fermé en 1, union maintenant l'intervalle 1 à plus l'infini. Quand on regarde ça, on peut simplement comprendre que ici, nous avons le moins 1 qui est exclu, mais ici, moins 1 est inclus. Et donc, quand on fait la réunion, in fine, nécessairement, le moins 1 va être inclus dans le domaine final. C'est pareil ici également. Si vous voulez, vous pouvez faire juste un petit dessin où vous avez ici moins 1, vous avez ici 1. Donc, le premier intervalle dit simplement que nous avons l'intervalle moins l'infini à moins 1. Je fais un petit cercle pour dire que nous excluons moins 1. Après, nous avons l'intervalle moins 1, 1, fermé. Donc, fermé, je fais un cercle plein, d'accord, jusqu'à 1 aussi fermé. Puis enfin, nous avons maintenant l'intervalle ouvert en 1 à plus l'infini. Vous voyez que quand on va faire la réunion, nécessairement le moins 1 va être inclus et le 1 également sera inclus. Conséquence, le domaine de définition de cette fonction, ça va être tout simplement R. Maintenant, on passe à la continuité en moins 1, puis en 1. Continuité.
continuité en x égale à moins 1. Donc, avec la définition de cette fonction, vous devez regarder correctement. On dit en moins 1. Vous voyez, vous identifiez rapidement moins 1, c'est ici. Ici également moins 1. Donc, ça veut dire qu'on va étudier la dérivabilité à gauche parce que ici, vous avez le ins plus petit que moins 1. Et ici, vous avez le ins supérieur ou égal à moins 1. Donc, pour étudier la continuité, vous allez simplement vérifier, d'accord, si la limite à gauche est égale à la limite à droite, est égale à f de 0. Donc, ici, continuité en moins 1, nous savons que moins 1 appartient au domaine. Il n'y a pas de problème ici. Premier point, moins 1 appartient au domaine. Deuxième point, nous calculons rapidement f de moins 1. C'est très important de savoir calculer. Il suffit de regarder la définition de votre fonction et voir comment nous pouvons calculer f de moins 1. Ici, vous avez le ins qui est strictement inférieur à moins 1. Ça veut dire que moins 1 est exclu. On ne peut pas utiliser cette expression pour calculer f de moins 1. Ce n'est pas possible. Mais par contre, ici, vous avez le moins 1 qui est inférieur ou égal. Ce qui veut dire que le moins 1 est accepté ici. Ça veut dire quoi? Pour calculer f de moins 1, il faut utiliser cette expression-là. C'est vraiment important. Je calcule en disant que f de moins 1 égale 1 plus sinus au cube de pi fois moins 1 qui donne moins pi. Mais on sait que sinus de pi ou moins pi, si vous voulez, c'est 0. Et donc, nous avons tout ceci qui donne 1 plus 0. Et donc, on obtient f de moins 1 qui vaut 1. Maintenant, on passe maintenant aux limites. La limite à gauche, limite lorsque ins tend vers moins 1, pas valeur inférieure de f de ins. Et comme vous le voyez déjà, nous avons ici pas valeur inférieure. Donc, nous allons regarder quelle fonction correspond exactement, d'accord, comment on appelle-t-on, aux valeurs inférieures, d'accord, à moins 1. C'est-à-dire que le ins est plus petit que moins 1. Ça saute aux yeux tout de suite. C'est exactement l'expression définir sous cette forme-là. Donc, 2 exponentielle de ins plus 1, c'est ça qu'on va utiliser pour calculer la limite. Donc, je vais écrire que ça fait exactement limite lorsque ins tend vers moins 1, pas valeur inférieure de 2 exponentielle de ins plus 1 moins ins au carré moins, d'accord, x. Donc, je vais regarder rapidement. Moins 2 ins, moins 2. Voilà, moins 2 ins, moins 2. Donc, nous avons ici moins 2 ins, moins 2. Donc, ici, c'est une fonction vraiment gentille. D'accord, il n'y a pas de problème ici. On va simplement calculer, d'accord, on va tendre le ins vers moins 1. D'accord, ici, on tend le ins vers moins 1. Ça donne exactement quoi? Donc, nous avons 2 exponentielle de moins 1 plus 1 moins, entre parenthèses, moins 1 au carré, moins 2 facteur de moins 1, moins 2 tout simplement. Donc, je calcule maintenant. Et donc, ici, nous avons 0. Exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc, nous avons alors 2. Et donc, moins, ici, quand on fait moins 1 au carré, c'est égal à 1. Et donc, on obtient moins 1. On continue. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, moins 2 tout simplement. Et quand on essaie de calculer tout ceci, on obtient 1. Donc, on va conclure que la limite, lorsque ins tend vers moins 1, pas valeur inférieure de f de ins, en réalité, c'est égal à 1. Ça, c'est la toute première limite. Maintenant, on passe à la limite lorsque ins tend vers moins 1 à droite de f de ins. À droite veut dire le ins est supérieur à moins 1. Le ins supérieur à moins 1, c'est exactement la fonction du milieu. Donc, on va calculer cette limite rapidement. Lorsque ins tend vers moins 1, ça fait limite. Lorsque ins tend vers moins 1, pas valeur supérieure de la fonction du milieu 1 plus sinus au cube de pi fois x. Donc, on calcule, ça fait 1 plus sinus au cube de... Donc, on fait pi multiplié par moins 1 qui donne alors moins pi. D'accord? Et donc, ça fait 1 plus 0 qui donne 1 tout simplement.
Donc, la limite de f de ins lorsque ins tend vers moins 1 par valeur supérieure, c'est égal à 1. On va maintenant faire, d'accord, un résumé en disant que la limite lorsque ins tend vers moins 1 par valeur inférieure de f de ins, c'est exactement la limite lorsque ins tend vers moins 1 par valeur supérieure et le résultat final c'est 1, mais 1 c'est exactement f de moins 1 comme on l'a constaté, d'accord, si haut. Conclusion, f est continu à moins 1. F est continu au point x égale moins 1. Ça, c'est le premier point. On va maintenant regarder la continuité. Donc, continuité en x égale 1. D'accord? Je vais essayer de copier notre fonction rapidement pour voir. Donc, nous avons ceci. Voilà, je le mets juste ici. Parfait. Voilà. Donc, continuité maintenant en 1. Donc, on fait comme tout à l'heure. On va commencer par voir si 1 appartient au domaine de définition. C'est le cas parce que le domaine de définition, c'est R. Deuxièmement, on va calculer f de 1. F de 1. F de 1, encore une fois, il faut bien regarder. Vous voyez, le 1 est accepté ici. Ça veut dire qu'on va utiliser cette expression pour calculer f de 1. F de 1, ça fait 1 plus, je remplace simplement le ins par 1. Sinus au cube de pi fois 1 qui donne pi. Sinus de pi, c'est 0. Et donc, on obtient 1 plus 0 qui vaut 1. On passe maintenant aux limites. La limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc, ici, faisons attention. D'accord, nous avons ici par valeur inférieure, c'est-à-dire le x plus petit que 1. Lorsque le x est plus petit que 1, quelle est l'expression qu'on doit utiliser? C'est exactement l'expression du milieu. Donc, nous avons alors 1 plus sinus au cube de pi x. Puis on calcule, ça fait 1 plus sinus au cube de pi qui vaut 1 plus 0 qui donne 1. Maintenant, on passe, donc je conclus que la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est exactement 1. Puis, si je veux, j'encadre. Finalement, je calcule maintenant la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x. Ça fait exactement limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Donc, je regarde ma fonction. X supérieur à 1, nous sommes là. Donc, ça fait limite de x plus le logarithme népérien de 1 plus x divisé par 2x. Donc, je calcule, on va tendre le x vers 1. Si on tend le x vers 1 ici, ça donne exactement 1 plus logarithme népérien de quoi? Donc, ça fait 1 plus 1 sur 2 multiplié par 1. Et donc, ça fait 1 plus le logarithme népérien de 2 sur 2, qui donne alors le logarithme népérien de 1, qui vaut alors 1 plus 0 tout simplement égal à 1. Conclusion, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, c'est égal à 1. On résume en disant que la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, c'est exactement la limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x et le résultat final c'est 1. Mais par contre, le 1 c'est exactement f de 1. Conclusion, f est continu en x égale à 1. Vous voyez, donc la fonction que vous voyez là est continue en moins 1 et en 1. On continue. On passe maintenant à la dérivabilité. D'accord? Dérivabilité. Donc, dérivabilité en moins 1. Dérivabilité. D'accord? En moins 1. Comment on fait? On va commencer par regarder ce que
quand on dit d'étudier la dérivabilité en un point, ce que cela signifie exactement. Donc, dérivabilité, d'accord, en x égale à moins 1. Bon. OK. Donc, nous allons simplement dire que dérivabilité en moins 1, juste un instant, mon stylo m'embête là. OK, donc ici vous avez la dérivabilité en moins 1 premièrement d'abord. Donc, pour étudier la dérivabilité en moins 1, alors on va faire la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Donc, on va faire d'abord la dérivabilité à gauche, puis la dérivabilité à droite. Donc, pour faire la dérivabilité en un point donné, on calcule la limite du taux de variation. Donc, je vais calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche de f de x moins f de moins 1, le moins 1 c'est ça, c'est à cause de ceci, divisé par x moins, entre parenthèses, le moins 1 en question. Donc, je vais calculer cette limite-là. Ça va être la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Puisque nous sommes à gauche en moins 1, nous allons utiliser l'expression, la toute première expression. Ça fait 2 exponentielle de x plus 1. On copie tout, moins x carré, moins 2x, moins 2. Ça, c'est exactement f de x. Moins maintenant, f de moins 1. Ça, on le sait déjà, c'est 1. Tout ceci divisé par x plus 1, tout simplement. Donc, nous allons essayer de calculer cette limite-là. D'accord? Donc, je vais essayer de réduire un peu les choses. Ça fait la limite. Lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure, de 2 exponentielle de x plus 1, moins x au carré, moins 2x, donc moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Tout ceci divisé par x plus 1. Donc, j'analyse un peu ce que j'ai en face de moi pour voir comment je peux appliquer les choses. Donc, rappelez-vous que lorsque vous avez les fonctions exponentielles, la limite, donc, rappelle, la limite, lorsque t tend vers 0, de exponentielle de t moins 1 divisé par t. Bien entendu, faites beaucoup attention. Ici, nous avons t tendant vers 0. Cette limite-là, nous savons que ça donne 1. Et donc, ici, nous voyons que si t tend vers moins 1, le x plus 1 que nous voyons là, en réalité, tend exactement vers 0. Et nous avons ici ceci également qui tend vers 0. Donc, on a juste besoin de exponentielle de t moins 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais transformer tout simplement notre écriture que nous voyons là en disant que ça fait limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de 2 facteurs de. Donc, je vais dire que ça fait exponentielle de x plus 1, c'est notre t ça. J'ajoute moins 1 que je vais retrancher, d'accord? Puis je copie tout le reste. Donc, moins x carré, moins 2x, moins 2. Tout ceci sur x plus 1. Et donc, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Donc, je vais essayer de développer en disant que ça fait 2 facteurs de exponentielle de x plus 1 moins 1. Parce que ça, j'en ai besoin. Maintenant, 2 fois ce 1-là, ça fait plus 2 moins x au carré moins 2x moins 2. Je pouvais mettre rapidement 2 en facteur en associant, si vous voulez. Ici, j'ai mal copié, c'est 3 ici. Voilà, c'est moins 3, excusez-moi. Voilà, le tout sur, d'accord, x plus 1 tout simplement. Et donc, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Je vais maintenant faire le dispatching, c'est-à-dire que si vous avez en maths A
plus B, le tout divisé par C, c'est exactement A sur C plus B sur C. Donc, je vais dire que ça fait 2 facteurs de exponentielle de x plus 1 moins 1 sur x plus 1. D'accord? Plus maintenant, je calcule 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, j'obtiens alors moins x carré, moins 2x, moins 1 sur x plus 1 également. Conclusion, qu'est-ce que nous voyons ici? Je vais essayer de mieux faire. Ça fait ça. 2 fois exponentielle de x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Ça, c'est exactement moins, d'accord, facteur de x carré plus 2x plus 1 divisé par x plus 1. Mais ça, c'est une identité remarquable. C'est x plus 1 le tout au carré. Donc, je vais écrire que ça fait la limite. Lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de 2 facteurs de exponentielle de x plus 1 moins 1 sur x plus 1. D'accord, moins, d'accord, x plus 1 le tout au carré sur x plus 1. On peut simplifier maintenant. Et donc, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de 2 facteurs de exponentielle de x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Moins maintenant, entre parenthèses, x plus 1. Maintenant, on sait que cette limite-là donne 1. Donc, on obtient alors 2 fois 1 moins, entre parenthèses, moins 1 plus 1 tout simplement. Et donc, le résultat final, ça fait 2. Vous voyez? Parce que ça, c'est 0. D'accord? 2 fois 1, ça fait 2. Et donc, la limite du taux de variation lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, c'est exactement 2. On peut faire une conclusion partielle que la fonction f est dérivable à gauche à moins 1. Pas de souci pour ça. Est dérivable à gauche en moins 1. On passe à la dérivabilité à droite. Dérivabilité à droite, limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, comme je l'ai fait tantôt. Ça fait la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Vous connaissez déjà l'écriture, c'est 1 plus sinus au cube de pi x, d'accord, moins 1 sur x plus 1 tout simplement. Donc, on se concentre. Donc, ça fait la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de sinus exposant 3 de pi x sur x plus 1 tout simplement. Mais si vous voulez ici, on peut simplement poser grand X égale, d'accord, x plus 1. Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que si x tend vers moins 1, grand X tend vers 0 tout simplement. D'accord? Et en même temps, nous avons que petit x donne désormais grand X moins 1. On va dire maintenant que la limite que l'on cherche, nous cherchons, c'est-à-dire la limite du taux de variation, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Donc ici maintenant, on va dire maintenant que ça fait la limite lorsque grand X va tendre vers 0. D'accord, bien entendu, c'est un 0 positif, donc pas valeur supérieure. De quoi? De sinus au cube de, donc, pi multiplié par x. À la place de x, on va mettre maintenant grand X moins 1. Voilà, tout ceci sur grand X tout simplement. Et donc ici, on obtient la limite lorsque grand X tend vers 0 de sinus au cube de pi grand X moins pi tout simplement sur grand X. Mais nous savons que sinus de pi x moins grand X, si on utilise la formule d'addition, ça fait sinus de pi x fois cosinus de pi x. Donc ceci, c'est pour dire tout simplement que ça fait la limite lorsque grand X
tend vers 0, d'accord, de moins sinus de pi grand X, le tout au cube sur grand X. Parce que sinus de A moins pi, c'est moins sinus de A. C'est tout ce que j'ai utilisé. D'accord? J'ai juste remplacé ceci par moins sinus de pi grand X. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que nous avons la limite, lorsque grand X tend vers 0, de moins sinus de pi grand X, le tout au cube, divisé par grand X. Donc, on obtient la limite lorsque grand X tend vers 0, par valeur supérieure, de moins sinus de pi grand X au carré fois sinus de pi grand X sur grand X. Parce que nous connaissons cette limite-là qu'on peut calculer aisément. Donc ici, nous avons alors limite lorsque grand X tend vers 0 par valeur supérieure de moins sinus de pi grand X au carré multiplié par... Donc ici, on va dire que ça fait pi grand X sur pi grand X, tout ceci multiplié par pi. D'accord? Parce que là, on peut simplifier les deux. D'accord? Mais cette limite-là, on sait que ça tend vers 1. Et donc, ceci tend vers 0. In fine, on obtient moins 0 fois pi fois 1. Donc, j'ai juste copié toutes les limites. D'accord? Ça, c'est égal à 0. Ceci, c'est pi. Ceci, c'est égal à 1. Ceci, c'est égal à 0. Conclusion, nous obtenons 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure du taux de variation, ça, c'est 0. Donc, ce qui est important ici, c'est que vous devez comparer les deux limites. On a constaté que 0 est différent de la première limite qui valait 2, je pense. Ouais. Donc, c'est différent de 2. Par conséquent, donc ici, bien entendu, ça veut dire que la fonction f est dérivable à droite. Est dérivable à droite en moins 1. D'accord? Donc, 0 étant différent du truc, là, on va conclure que f n'est pas dérivable. N'est pas dérivable en moins 1, tout simplement. Vous voyez? Donc, ça va admettre de façon géométrique, si on veut interpréter, on peut parler des demi-tangentes à gauche et à droite. D'accord? Maintenant, on passe maintenant au dernier point qui va être la dérivabilité en 1. Dérivabilité en 1. Voilà. On va commencer par la dérivabilité à gauche. Donc, la dérivabilité à gauche, la limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Il ne faut pas oublier. Hein? Ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. F de x, c'est quoi? Lorsque nous sommes à gauche en 1. D'accord? Lorsque nous sommes à gauche en 1, qu'est-ce que nous avons comme f de x? Donc, je vais copier ça ici. Donc, à gauche, on utilise l'expression 1 plus sinus au cube de pi x moins 1 sur x moins 1. Et donc ici, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de sinus au cube de pi x sur x moins 1. Donc on fait la même chose. On fait la même chose en posant grand X égale x moins 1. Quand on fait ça, lorsque petit x tend vers 1, grand X, lui, il tend vers 0. Et ici, nous savons que x, ça fait grand X plus 1. On fait la même chose en disant que la limite du taux de variation de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est exactement la limite désormais lorsque grand X tend vers 0, bien entendu, pas valeur supérieure. Excusez-moi, pas valeur inférieure parce que le x tend vers 1, pas valeur inférieure. Voilà.
Donc, de quoi exactement? On va copier. Ça fait sinus au cube de pi facteur de grand X plus 1. Voilà, sur grand X désormais. Et donc, on fait comme tantôt. La limite lorsque grand X tend vers 0, pas valeur inférieure. On applique la même chose. Ça fait sinus de pi x plus pi. Tout ceci au cube sur grand X. On obtient alors la limite lorsque grand X tend vers 0, pas valeur inférieure, de moins sinus de pi grand X, d'accord, le tout au cube sur grand X. Et donc, on va décomposer encore. Ça fait la limite lorsque grand X tend vers 0. Si on décompose, ça fait sinus de pi grand X au carré, multiplié par, donc il y a un moins, multiplié par sinus de pi grand X sur grand X. Maintenant, on multiplie par pi ici. Et donc, ce résultat donne exactement 0 fois pi fois 1. Et donc, ça fait 0. Donc, ici, bien entendu, la fonction est dérivable à gauche en 1. Maintenant, on passe à la dérivabilité à droite. La limite, lorsque x tend vers 1, pas valeur supérieure maintenant, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ça fait la limite lorsque x tend vers 1 à droite. Donc à droite, on sait la fonction qu'il faut utiliser, ne l'oubliez jamais. Ça va être exactement, je vais copier ça tout de suite ici. C'est la fonction, la troisième expression là qui est donnée. Donc ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x plus le logarithme népérien de 1 plus x divisé par 2x moins 1 divisé par x moins 1. Il y a une technique très simple ici qu'il faut apprendre à utiliser, c'est vraiment important. Ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x moins 1, d'accord, ce moins 1 là, plus le logarithme népérien de 1 plus x sur 2x, le tout sur x moins 1. Et donc, on va essayer de dispatcher, d'accord, comme on l'a fait tantôt. Et donc, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de x moins 1 sur x moins 1, plus le logarithme népérien de 1 plus x sur 2x, ceci sur x moins 1 tout simplement. Conclusion, nous avons alors la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 1 plus, d'accord, le logarithme népérien, d'accord, de, si vous voulez, ça fait de x plus 1. Donc, je peux écrire d'abord la chose suivante. Tout ceci sur x moins 1. D'accord? Voilà. Mais ici, qu'est-ce que nous avons en réalité? Nous pouvons voir que ici, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 1 plus le logarithme népérien de 1 plus x divisé par 2, le tout sur x, d'accord, sur x moins 1. Et donc, ça fait limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 1 plus. Donc ici, je vais utiliser la formule du logarithme népérien. Ça fait le logarithme népérien du numérateur, 1 plus x sur 2, moins le logarithme népérien de x, le tout sur x moins 1. Encore une fois, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 1 plus. Je dispatche encore une fois, ça fait ça sur 2 sur x moins 1, moins le logarithme népérien de x sur x moins 1. Voilà. Ça, on connaît sa valeur, on connaît également sa valeur. Donc ça, c'est 1. D'accord? Ça fait partie des limites remarquables. Mais ceci, je peux également faire la même chose ici. Mais je peux simplement, si je le souhaite, faire juste un changement de variable pour cette limite-là. Je pose grand X égale à 1 plus x divisé par 2. Si je pose ça, j'obtiens que petit x égale à 2 grand X moins 1. D'accord? Ou tout simplement, si je ne veux pas toute cette chose-là, je peux simplement faire un truc beaucoup plus précis.
en disant que ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 1 plus le logarithme népérien de 1 plus x sur 2. Puisque ceci que nous voyons là tend vers 1, je peux simplement diviser par 1 plus x sur 2 moins 1 parce qu'il tend vers 1. D'accord? Et donc, je vais encore multiplier ici. C'est très important ce que je fais. 1 plus x sur 2 moins 1. D'accord? Pour ne pas perdre l'écriture de départ. Maintenant, ceci divisé par x moins 1. Et donc, moins le logarithme népérien de x sur x moins 1. Mais comme nous le savons, ceci, on peut simplifier en disant que ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 1 plus... Ceci, je calcule. Quand je calcule, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement x moins 1 sur x moins 1, d'accord, multiplié par le logarithme népérien de 1 plus x sur 2 sur 1 plus x sur 2 moins 1, moins le logarithme népérien de x sur x moins 1. Ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 1, plus, donc on simplifie ça, puis on obtient le logarithme népérien de 1 plus x sur 2 sur 1 plus x sur 2 moins 1, moins le logarithme népérien de x sur x moins 1. Donc, on commence par copier les choses maintenant. Ceci, ça fait 1. Ceci, ça fait également 1, sa limite. Et la dernière, ça fait également 1. Donc, on a 1 plus 1 moins 1, ce qui donne 1 tout simplement. Donc, encore une fois, cette fonction est dérivable à droite. Mais, comme 0 est différent de 1, alors la fonction f n'est pas dérivable en 1. D'accord? Mais, quand même, elle est dérivable à gauche en 1, à droite également en 1, mais elle n'est pas dérivable en 1. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage